On connaît tous, ou presque, la zoothérapie. On entend beaucoup parler de ses bienfaits, et c'est vrai, c'est formidable pour l'humain. Mais dans cette relation, il y a un partenaire essentiel dont on oublie souvent de parler, l'animal. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son bien-être, qui est un peu, disons-le, l'angle mort de cette thérapie. La question, elle est là, posée noir sur blanc. Ces animaux nous aident, ils nous apaisent, ils participent à notre guérison, c'est un fait. Mais la question en retour, c'est qui prend soin d'eux? Est-ce que leur bien-être est vraiment la priorité? C'est ça, le cœur du sujet qu'on va creuser ensemble. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, repartons de la base. La promesse de la zoothérapie. Pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce que les bénéfices pour les patients, eux, sont bien réels, concrets et documentés. Et les impacts, ils sont vraiment sur tous les plans. On parle d'amélioration physique, de la motricité par exemple, mais aussi d'un énorme soutien psychique, émotionnel. Ça aide au développement des compétences sociales, à recréer du lien. Et bien sûr, ça apprend le respect de l'autre, ici l'animal. Bref, l'animal est un médiateur assez exceptionnel, ça, personne ne le conteste. Voilà, et c'est précisément ici que l'on va basculer. Parce que derrière tous ces succès, derrière tous ces sourires, il y a une question qui reste trop souvent dans l'ombre. Quid du bien-être de l'animal? Cette citation de Coraline Dion, elle est percutante, parce qu'elle met les pieds dans le plat. Elle pose le dilemme éthique de façon brutale, mais nécessaire. Est-ce qu'on a le droit de compromettre le bien-être d'un animal pour améliorer celui d'un humain, même si ce n'est pas intentionnel? Où est-ce qu'on place le curseur? C'est la question de fond, en fait. Alors, ce qui complique tout, c'est qu'on est face à un véritable vide juridique. En France, zoothérapeute, ce n'est pas un métier reconnu officiellement. Il n'y a pas de loi spécifique pour encadrer cette activité. L'animal lui-même n'a aucun statut légal particulier, il est juste considéré comme un animal de compagnie. C'est ce flou total qui ouvre la porte à n'importe quoi, sans réel contrôle. Concrètement, qu'est-ce qui peut stresser ces animaux? Il y a plein de choses. D'abord, le transport. Un trajet de plus de 50 minutes, ça peut déjà être une épreuve. Ensuite, l'environnement. Imaginez un hôpital, avec ses bruits, ses odeurs, son agitation. C'est tout sauf naturel pour un animal. Puis, les interactions elles-mêmes. Des gestes maladroits, des contacts forcés, le fait de ne jamais pouvoir dire stop. Et tout ça, c'est sans compter les conditions de vie en dehors des séances, qui ne sont pas toujours adaptées à leurs besoins fondamentaux. Ok, alors, la vraie question, c'est comment on fait pour savoir si un animal ne va pas bien? Eh bien, il faut apprendre à lire, à décoder son langage corporel. C'est absolument crucial pour les professionnels, mais c'est utile pour tout le monde. Prenons l'exemple du cheval, c'est très parlant. Regardez bien, à gauche, on a des oreilles droites, attentives. L'animal est curieux, à l'écoute. À droite, c'est tout l'inverse. Les oreilles sont complètement plaquées en arrière. Ça, c'est un signal d'alarme. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, de l'agacement, de la peur ou même de la douleur. C'est subtil, mais ça change tout. Et chez le chien, c'est pareil, il y a tout un langage à connaître. Ce chien, par exemple, on pourrait croire qu'il est juste timide, mais en réalité, il envoie ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Le regard détourné, la tête basse, c'est sa façon de dire « Stop, la situation est trop stressante pour moi, je voudrais que ça s'arrête ». Il essaie de calmer le jeu. Si on ignore ça, on le pousse à bout. Ce tableau, il synthétise un peu tout ça. Il y a plein d'indicateurs à surveiller, que ce soit chez le cheval ou le chien. Ça va à des choses très visibles, comme l'agressivité ou l'évitement, à des signes beaucoup plus discrets, comme des tensions musculaires. On voit aussi que les mesures physiologiques, comme le taux de cortisol, sont difficiles à utiliser en pratique. Donc au final, rien ne remplace une observation fine et attentive. Et là, attention, il y a un piège assez courant. On se dit souvent « le propriétaire connaît son animal par cœur ». Et c'est vrai, il y a un lien fort. Mais ça ne suffit pas toujours. Des études montrent que même des propriétaires très aimants peuvent complètement passer à côté des signaux de stress ou les interpréter de travers. La bonne volonté, c'est essentiel, mais ça ne remplace pas une vraie compétence, une formation. Bon, le constat est un peu rude, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Il y a des solutions pour faire en sorte que ce soit une relation vraiment éthique où tout le monde est gagnant. Voyons comment on peut construire ça. Voici quelques pistes très concrètes. D'abord, bien choisir l'animal. Et attention, on parle de son caractère, pas de sa race. Ensuite, lui offrir un environnement adapté à ses besoins. Un cheval a besoin de vivre en groupe, par exemple. Pendant la séance, c'est crucial de lui laisser le choix d'interagir ou non, et de toujours lui garantir une porte de sortie, un lieu de repos. Et bien sûr, il faut limiter sa charge de travail, lui donner des jours off. Et le dernier point, peut-être le plus important, former tout le monde. L'intervenant, mais aussi le patient et sa famille. Mais les initiatives individuelles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut un vrai cadre au niveau national.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire définir enfin un statut légal pour l'animal médiateur, créer des formations reconnues et qualifiantes pour les intervenants, rendre obligatoire un vrai suivi vétérinaire, pas juste physique mais aussi comportemental. Bref, il faut des règles claires et uniformes pour protéger tout le monde, l'animal comme le patient. En fait, tout ça peut se résumer avec un concept très fort, le One Welfare, ou un seul bien-être. L'idée est simple mais fondamentale. Le bien-être de l'animal et l'efficacité de la thérapie sont les deux faces d'une même pièce. Un animal qui est mal, qui est stressé, ne pourra jamais être un bon partenaire de soins. Son bien-être n'est pas une option, c'est la condition sine qua non pour que la thérapie fonctionne. Et on termine sur cette question qui est bien plus qu'une question, c'est un véritable appel à la réflexion et à l'action. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, à faire en sorte que cette thérapie soit réellement bénéfique pour tous les participants, humains et non humains? Le potentiel de la zoothérapie est immense, c'est certain, mais son avenir éthique dépend de notre capacité à la voir non pas comme un outil qu'on utilise, mais comme une véritable relation qu'on construit. Et cette relation, pour qu'elle soit juste, doit être respectueuse et positive pour chacun,